Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce live de 3ABP où aujourd'hui nous allons accueillir Nicolas Raphaël Fouque, auteur mais également directeur éditorial des éditions Avalon. Alors, bonjour Karine, bonjour à tous, bienvenue d'être présents. Là, je fais des petits coucous. Je vais inviter donc Nicolas. Est-ce que ça? Voilà, ça marche. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous captez tous bien. Bonjour Nicolas. Bonjour, On dit merci Nicolas pour votre Raphaël ou invitation. Nicolas tout court? Oh Nicolas, c'est très bien, c'est plus simple. C'est plus simple. Ok. Merci d'avoir accepté ce live aujourd'hui pour à la fois présenter votre travail d'écrivain, mais également le travail que vous effectuez avec la maison d'édition Avalon. Merci pour votre invitation. Je suis très content de pouvoir échanger avec vous autour à la fois d'une maison d'édition qui est jeune, mais qui a Dynamique. permis un certain nombre d'auteurs d'être publiés ou dans un certain nombre de cas republiés. Et puis enfin, voilà, je suis très content de pouvoir un petit peu échanger autour des questions d'édition, mais plus globalement autour de la littérature. Ok. Je voulais juste faire une petite présentation. J'avais préparé ma petite fiche de présentation. Alors, vous êtes né à Lille en 1978. Après un parcours universitaire polyvalent, donc il y a Sciences Po, École des hautes études en santé publique, il y a la Sorbonne, l'HEC, l'IEA. Alors l'IEA, je ne sais pas ce que c'est. C'est l'IAE, c'est l'Institut d'administration des entreprises. Voilà. Mais c'est avec HEC parce que c'est là que j'ai fait mon DEA, parce que c'est la même école doctorale. Mais bon, c'est pas très important. Voilà. Ça nous éloigne un peu de la littérature. Bah, Mais oui, c'est clair. c'était à Quoique. l'époque voilà, où je faisais un DEA en sciences de gestion. Ok. Alors, et donc vous avez exercé, enfin, ça s'éloigne, oui et non, parce que vous avez exercé pendant une quinzaine d'années en tant que directeur d'hôpital et directeur général adjoint des services dans une collectivité locale. Et donc aujourd'hui, vous êtes magistrat financier, vous enseignez à l'université de Montpellier et vous êtes spécialiste d'économie et de finances publiques et vous avez rédigé donc de nombreux articles sur les établissements de santé. Et d'ailleurs, en 2013, c'est ce qui vous a mené à écrire votre premier roman, Le crâne de Malpassé. Voilà. Alors, enfin, ça c'est le décor, hein, le décor hospitalier. Hein. Si j'avais pas été directeur d'hôpital, j'aurais écrit dans un autre décor. Mais oui, je me suis un peu inspiré de ce que je connaissais. Et puis bon, j'ai pas non plus réitéré le décor hospitalier puisque les autres romans se déroulent dans des environnements qui sont totalement différents. Mais j'avais envie, je trouvais ça amusant de raconter, mettre une intrigue policière au sein d'un hôpital et de mettre en scène des personnages que je connaissais un peu, qui étaient des personnages de directeur d'hôpital. Alors que d'habitude, en littérature, bon, quand on met en scène, c'est plutôt des médecins, des infirmières, enfin des gens qui incarnent le soin et la médecine, c'est ce que je comprends. Hein. Mais je connais aussi, mais ça s'était déjà fait, donc je trouvais plus original de choisir un angle qui était celui de la gestion hospitalière, et puis comme c'était une enquête policière, utiliser ce que je connaissais parfois des turpitudes de gestion pour pouvoir donner un côté un petit peu réaliste à une intrigue policière. Alors ça, c'était mon premier roman. Et d'ailleurs, il y a eu une suite hein, avec une vieille affaire. Alors, c'est des personnages similaires. Enfin, il y a des personnages qui reviennent. Alors, c'est pas une suite parce que ils peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre. Je tenais à ce que ça puisse être séparé, mais je me suis remis dans le même univers, mais bon, avec un décor qui est tout à fait différent puisque c'est plus du tout la fonction, enfin, c'est plus du tout, ça se passe plus du tout dans un hôpital, ça se passe à Lille, c'est le mois de décembre, il neige, tout est bloqué. Et on retrouve le personnage de la journaliste qui était l'héroïne du premier roman et qui revient et qui est confrontée à une affaire façon puzzle, puisque c'est une affaire politico-financière dans laquelle le président du Sénat a été empoisonné au polonium. Elle-même enquête sur l'assassinat d'une jeune lycéenne, et j'avais mis ça, utilisé le lycée dans lequel j'avais fait mes études. Enfin, j'avais été au lycée dans le secondaire, donc j'avais remis le même lycée. Et puis donc
Voilà, et donc il y a plusieurs choses. Il y a en plus, il y a un dissident dans un pays africain, enfin, un réfugié politique qui, lors d'une manifestation, disparaît. Ça ressemble un petit peu à l'affaire Ben Barka. Et donc il y a ces trois aspects qui se mélangent façon puzzle, et puis qui finalement vont finir peut-être par converger par un point unique, mais voilà, je ne veux pas non plus en dire plus. Donc ça, c'était le tout début quand voilà, j'avais commencé à écrire des romans policiers. À l'époque, j'avais été édité dans une maison d'édition, une vieille maison d'édition qui s'appelle Ravet-Lançot, qui est la maison d'édition qui est adossée à un des plus gros groupes d'imprimerie composition qui s'appelle Nord Compo et qui voilà, donc j'avais eu mon premier contact avec le milieu de l'édition romanesque par ce biais-là. Un peu avant, j'avais écrit un autre livre, mais qui était absolument pas un roman, et j'avais été publié chez Berger-Devros. Mais ça m'avait fait rentrer aussi, fait découvrir l'envers du décor du monde de l'édition. Et puis, plusieurs années se sont écoulées. J'ai fait autre chose. Je suis parti dans la fonction publique territoriale. Enfin bref, enfin, voilà, j'avais moins de temps d'écrire. Et puis, il y a quelques mois, j'ai eu envie de m'y remettre. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé de manière un petit peu incidente à écrire Caftor. Ça n'avait pas forcément vocation à être publié. À la base, c'était une histoire que je voulais offrir à mes enfants. Donc c'était un cadeau pour mes enfants. Je pensais que j'allais écrire quelque chose de court, donc j'avais commencé par écrire une cinquantaine de pages de Castor. Et puis d'un Et seul finalement, coup, voilà. Et puis alors en réalité, c'est même pas ce que j'ai commencé à écrire, et même pas dans le livre. J'ai écrit une cinquantaine de pages, ça se passe 300 ans après le livre, et il y a eu un moment où je me suis dit, mais il faut quand même que j'explique qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font sur cette île, etc. Donc je commence à écrire les choses, donc il y avait une espèce de parenthèse, et puis la parenthèse a pris de plus en plus de place, et puis finalement j'ai développé la parenthèse, et puis à l'arrivée, on a fait deux tomes, 550 pages, et finalement les 50 pages qui ont été écrites sur ce qui se passe après sont toujours sur l'ordinateur. Le roman, enfin voilà, il est à côté d'un certain nombre de débuts de romans et en réalité finalement Castor, j'ai raconté l'histoire que j'avais pas prévu de raconter. J'avais pas prévu de le publier, mais finalement je l'ai publié et offert à mes enfants qui ont eu la surprise un jour d'ouvrir un paquet à l'occasion d'un anniversaire. Chacun a eu son tome à l'occasion de son anniversaire. Voilà. un très très beau cadeau. Hein. Alors moi j'ai lu les deux. J'ai lu donc Caftor, Les héritiers de Caftor, et j'ai également lu et même les salauds peuvent aimer. Et c'est marrant, enfin c'est marrant. Je pense que c'est fait exprès. Il y a un personnage donc dans Les héritiers de Caftor qui à un moment donné dit et même les salauds peuvent aimer. Et donc est-ce que c'est cette phrase-là qui a déclenché le roman? Qui a suivi, qui en fait n'a rien à voir puisque c'est un policier avec une histoire d'amour. Bon, j'aimerais pas être à la place de la nana quand même parce que la pauvre, voilà quoi, pas de bol quoi. Enfin voilà, voilà. Mais même les salauds peuvent aimer effectivement parce que eux aussi les pauvres finalement. Donc c'est une histoire un petit peu oui, c'est torturé quand même. Et est-ce que cette phrase, elle était prévue de faire le lien avec le prochain livre ou pas? Ouais, alors la phrase elle est arrivée assez tardivement. En plus, Caftor est écrit dans le désordre. J'ai écrit des bouts et j'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire quand on écrit un roman. C'est-à-dire que j'avais une idée de mon arc narratif. En réalité, le roman commençait au début du roman du tome 1 de Caftor, s'arrêtait à peu près à la troisième partie, et puis il y avait la fin des héritiers de Caftor 30 ans plus tard, enfin 20 ans plus tard. Donc j'ai commencé à écrire le début et la fin. Et après, j'ai écrit le milieu parce qu'il fallait quand même enfin, il y avait une nécessité quand même d'écrire le milieu. Et donc, j'ai écrit un peu dans le désordre. Et c'est à la toute fin
puisque la fin a un petit peu changé par rapport à ce qui était prévu à l'origine, puisqu'il a fallu après retravailler la dernière partie, il y avait des développements entre les deux. Et comme la fin avait changé, et cette scène, c'est une des toutes dernières que j'ai écrites, et j'avais trouvé, donc je sais pas pourquoi la formule m'est venue, je saurais plus dire. Et puis d'un seul coup, j'ai dit quand même, ça ferait un bon titre. Et Ouais. ça ferait quand même un bon titre. Alors je peux pas le mettre sur les héritiers de Caftor parce que ça n'aurait Eh pas de oui. sens. Et puis je suis parti un petit peu de ce titre-là. Alors j'avais une autre trame de roman en tête à l'époque où je voulais écrire Même les salauds peuvent t'aimer. C'était pas tout à fait dans ce contexte-là. On était dans un contexte fin des années 80, ex-RDA, etc. Et puis j'ai décidé de le reculer un peu dans le temps. Je l'ai réimplanté dans un décor que je connaissais aussi puisqu'il y a toute une partie qui se passe à l'IEP de Rennes où j'avais été Oui. étudiant à la même époque. Donc j'ai remis de temps en temps. Il y a quelques profs peut-être qui se reconnaîtront. Il y a quelques étudiants peut-être aussi qui se reconnaîtront. Enfin voilà, j'avais voulu faire un truc bon qui m'a Et il y venu a de un lien commun. beaucoup, il y a quand même un lien avec la Bretagne aussi, hein. Ah oui, il y a un lien avec la Bretagne, absolument, mais il y a un lien avec la mer. La Bretagne, hein, Oui. c'est très ancré. Vous Ouais. avez des origines bretonnes? Alors, j'ai passé une partie de ma vie en Bretagne. J'y ai fait mes études supérieures. Je suis né à Lille, mais mes grands-parents étaient en Bretagne, donc je passais une partie de ma vie, quelques mois de l'année, chaque grande vacances, j'allais sur la côte sud bretonne chez mes grands-parents. Donc j'y passais quelques mois par an. Puis après, j'y ai fait une partie de mes études supérieures. Je j'y suis marié, ma fille est née à Saint-Brieuc. Enfin, voilà, j'ai des attachements effectivement très forts avec la Bretagne. Alors j'ai pas forcément non plus parce que l'objet d'un roman c'est pas de raconter la vie de l'auteur. Non, non, bien Évidemment, sûr. faut toujours se tenir très précisément à la trame du scénario. Mais par contre, oui, j'ai remis quelques éléments de contexte, quelques éléments des choses qui étaient des choses vécues ou des lieux dans lesquels j'avais un attachement particulier. La scène qui se passe comme ça sur le port avec le type qui jette sa cigarette, c'est une vraie scène. Ah, ok, c'est pas mal. Avec le gobelet de café, c'est une vraie scène. J'avais une question. Quand est-ce que, enfin, le virus de l'écriture, il vous a pris quand? Jeune ou après les études ou vous avez toujours Ouais, écrit? alors j'ai toujours écrit des petits trucs. J'avais commencé à écrire comme beaucoup des nouvelles quand j'étais au collège. Je crois, la première nouvelle que j'avais écrite pour un concours, ça avait été, je devais être en sixième, donc c'était une nouvelle policière. Donc j'avais écrit ça. Puis après, une de mes activités ça a été, j'ai fait de nombreuses années, j'ai fait du théâtre pendant des années, donc j'ai toujours été très attiré par la question de la structure et de la narration. Puis j'ai fait après un bac art, cinéma audiovisuel, donc c'était des aspects aussi qui étaient importants, savoir raconter une histoire, nous construire un scénario. Et donc moi je suis arrivé plutôt dans l'écriture autour de la question du scénario. Pour reprendre un petit peu l'idée d'Hemingway, qu'on reprend d'ailleurs sur le site internet des éditions de Vallon, c'est que une histoire, c'est d'abord un morceau d'architecture. Donc une architecture, on raconte une histoire, donc il faut savoir voilà, ce qu'on va raconter. Puis après, une fois qu'on aura posé, qu'on aura construit le bâtiment, on va pouvoir aménager et puis décorer. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont venir, qui vont venir autour. Et donc, je suis plutôt rentré par la question du scénario, mais il y a des auteurs qui rentrent plutôt autour du style, autour de l'écriture. Et donc, moi, j'étais voilà, arrivé plutôt par cet intermédiaire-là. Alors, est-ce que vous avez des rituels d'écriture pour les jeunes auteurs? Comment vous travaillez en fait?
Après, ça c'est très personnel et puis ça dépend. Je suis pas Ah oui, sûr c'est que. complètement personnel, mais ce qui est intéressant aussi, c'est Oui, oui, de voilà. Je suis savoir, pas sûr que par exemple, je sais que Georges Sand écrivait beaucoup la nuit, en fumant du ouais. cigare, en grignotant. Bon, ça, c'est le problème de toutes les femmes, hein, grignoter. Donc, ouais, ça peut être aussi le problème des hommes, hein, ça arrive aussi. Oui. Non, mais ça dépend vraiment de chaque livre. Il y a des livres que j'ai écrits très vite, il y a des livres qui ont été plus longs à écrire. Le premier roman était plus long à écrire. J'ai écrit à peu près, je l'ai repris d'ailleurs parce qu'il était quand même pas très très bon. Donc j'ai réécrit quand même beaucoup de choses pour le retravailler. Donc il y a à peu près entre le moment où j'ai commencé à l'écrire et le moment où il a été publié, il s'est écoulé à peu près 1 an et demi. Voilà. Et tandis que le deuxième, et donc là, j'écrivais un peu à temps perdu le soir. C'était une période de ma vie qui n'était pas forcément très très simple parce que j'étais célibataire géographique. À l'époque, j'étais un petit peu loin de ma famille pour des raisons professionnelles et donc ça me permettait de passer un peu les soirées d'hiver dans les montagnes du Jura quand il y avait 30 centimètres de neige sur les chaussées. Et puis le deuxième a été écrit dans des conditions totalement différentes. J'avais l'idée en tête, j'avais mon scénario était prêt, j'avais fait un synopsis, un peu comme dans les techniques d'écriture de scénario de cinéma. Donc il y avait un découpage en scène, c'était très simple, il s'agissait de suivre le canevas. Et donc et celui-là, je l'ai écrit très vite, je l'ai écrit à peu près en 3 mois. Et j'écrivais je me souviens, j'écrivais dans le métro. À l'époque, j'habitais Lyon. Ah oui, on en a Donc, vu. je remontais toute la ligne D du métro. Et donc, j'écrivais une page, généralement une page, le temps de remonter la ligne. Donc, une page à l'aller, une page au retour. J'écrivais ça sur un petit iPad. Et voilà. Donc, voilà comment le roman a été écrit. C'est un roman du métro, celui-là. C'est excellent. C'est vraiment Donc, une chouette expérience parce qu'en fait, ça prouve qu'on peut écrire n'importe où et que la condition d'écrire, en fait, quand on entre en écriture, il n'y a pas besoin d'avoir de lieu. non, 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 c'est très variable. Bon, et puis Caftor, ben, il a été écrit la nuit, il a écrit le soir, beaucoup le soir. D'ailleurs, mes enfants trouvaient que je faisais beaucoup de choses sur l'ordinateur, trop de choses d'ailleurs. Ils comprenaient pas trop ce que je faisais. Donc, D'habitude, c'est les parents, hein, mais voilà, c'est ça. Mais j'avais pas mis le filtre parental encore sur l'ordinateur. Ils pouvaient pas savoir, ils pouvaient pas savoir ce que je faisais. Puis je prenais garde à chaque fois qu'ils s'approchaient à changer d'écran, ce qui aurait pu être encore plus suspect. Mais comme c'était une surprise, et je oui, ne devais pas leur dire. Et l'ensemble, les 2 tomes ont été écrits à peu près en 1 an. Parce que en plus c'est un travail plus complexe parce que Caftor ça se passe dans la période préhélénique. dans la période pré-hellénique, 1500 ans avant Jésus-Christ. C'est il a fallu faire quand même quelques recherches. Il a fallu reprendre un petit peu Homère, la guerre de Troie. Il a fallu l'articuler. On est 300 ans avant la guerre de Troie. Enfin voilà, il y a tous ces éléments qui rentraient en Ces ligne de compte. personnages ont vraiment existé. Caftor. Hmm. Alors, oui, Caftor a vraiment existé. On ne sait pas trop où. Enfin, il y a plusieurs hypothèses. Là où je la situe est une des hypothèses et une des hypothèses dominantes. Elle est citée dans la Bible, mais par contre, c'est pas corroboré par des éléments archéologiques, par la recherche archéologique. Donc j'ai choisi moi l'option plus réaliste, puisque dans la Bible ils disent que finalement les Caphtorim seraient des Philistins. Donc j'ai pas du tout choisi cette option-là. J'ai décidé de suivre le courant dominant des dernières recherches archéologiques qui l'a situé dans cette île où d'un seul coup, brutalement, ils ont disparu. Et du coup, j'ai essayé d'inventer l'après, puisqu'ils ont disparu brutalement. On ne sait pas pourquoi ils ont disparu brutalement. Donc j'ai décidé de donner une explication.
qui est corroboré d'ailleurs avec des éléments enfin avec des éléments géologiques, c'est-à-dire cette question de tsunami. Ouais. Il y a effectivement eu un tsunami à peu près à cette époque-là. Et puis à partir de là, j'ai construit une histoire et je l'ai localisé dans des îles qui se situent dans l'Atlantique et j'en dirai pas plus. Peut-être avez-vous reconnu ces îles avec la carte qui se trouve dans le tome 2. Voilà. Et alors, le cycle de Séléné, en fait, c'est vraiment dans ce livre, la Lune prend toute sa place parce que en fait, c'est vraiment un. Il n'y a pas de montre à cette époque. La montre, c'est la Lune. Et Ouais. c'est super intéressant. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que vraiment, quand on prend chaque chapitre, c'est vraiment ponctué. C'est voilà, deuxième jour du 5e cycle de Séléné, année 450. Et de temps en temps, comme il y a des retours en arrière, des fois, je suis là, je lisais, ouais, alors attends, donc là, c'est 5 ans après, mais alors deuxième cycle, il n'y a pas un calendrier lunaire à côté. Enfin, c'est vrai que c'est très et on se dit qu'on a perdu un peu toute cette connaissance. Euh, du cycle de la vie finalement, hein, le soleil, la lune, tout ça. Et je trouve que c'est super, ça ponctue bien le livre et c'est vraiment un lien quoi. Pour moi, c'est vraiment un lien sur le bouquin. Alors, c'est pas les premiers à avoir un calendrier lunaire, hein. Et moi, c'est ce qui me Non, semblait le plus logique, c'est qu'ils aient un calendrier lunaire sur 13 mois, avec un ajustement, je sais plus, tous les 28 ans, je crois, pour pouvoir se recaler par rapport au calendrier solaire, hein. Il y a de nombreuses civilisations qui ont adopté cette solution-là. Alors moi, il me fallait un élément temporel quand même pour pouvoir situer, pour que les lecteurs sachent à peu près à quel moment ils étaient, notamment j'ai choisi d'avoir un processus, une narration qui est linéaire, sauf à la toute fin où c'est construit avec un aller-retour tout à la fin, vraiment à l'ultime, voilà, à la fin de chaque, à la fin de chaque, de chaque chapitre, enfin, je sais plus si c'est chapitre, mais bon, voilà, à la fin de chaque moment fort, il y a effectivement, il y a un aller-retour qui permet de comprendre ce qui s'est passé entre temps et qui trouve son issue à la fin du roman. Donc, il fallait effectivement qu'il y ait un élément de temporalité qui permette à chacun de comprendre que un peu de temps s'était écoulé ou qu'on faisait un aller-retour. Donc, j'ai choisi le calendrier lunaire, ce qui me semblait le plus évident, parce que le calendrier solaire, aujourd'hui, il est très bien, mais il n'a pas beaucoup de sens. Des mois à 28 jours, des mois à 31, enfin, je trouvais que c'était beaucoup plus cohérent d'avoir une année en 13 mois et 28 jours qui était fixe. Donc, il y a une dimension très importante de la Lune et il y a une dimension très importante aussi d'Hélios, le Soleil, qui est un élément aussi qui marque, par contre, la journée. J'avais une question tout à l'heure de Brigitte qui ah demandait oui, pourquoi alors j'étais. parce que j'avais pas. Ah voilà, c'est ça. Alors la question, pourquoi avez-vous été attiré par un tel sujet? Alors, moi, j'étais attiré par ce sujet, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, parce que je voulais faire un cadeau à mes enfants. Or, et ça, par contre, je ne vous l'ai pas dit, ma fille et mon fils aussi d'ailleurs, sont passionnés de mythologie grecque. Ils ont été biberonnés à Homère, puis à la mythologie grecque. Et j'avais envie, à l'époque, j'avais en tête d'écrire, c'est comme ça que j'avais commencé, commencé à écrire un voyage inédit d'Ulysse. Et finalement, j'ai pas écrit le voyage inédit d'Ulysse, j'ai écrit Caftor et j'avais envie de le mettre dans un environnement qui les intéressait. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller là. Donc j'ai repris, j'ai regardé et j'ai remis un petit peu à plat. J'ai remis mes connaissances de l'Odyssée. J'ai essayé de reprendre la cartographie des voyages d'Ulysse. J'ai essayé de regarder ce que les auteurs plus contemporains en disaient pour essayer de comprendre un petit peu où il allait, pourquoi il faisait ça, qui il rencontrait, enfin quels étaient les éléments. Et après, j'ai cherché une civilisation qui était susceptible de porter un petit peu mon histoire. Et j'ai adapté évidemment mon idée de base
aux connaissances qu'on avait de cette civilisation. Je me suis arrêté sur celle de Castor, qui était quand même la plus adaptée à ce que j'avais envie de raconter. Et puis j'ai modifié toutes les parties de scénario qui ne collaient pas avec la réalité historique pour que ça puisse coller avec la réalité historique. Voilà. Donc il y a allez, 5% de vrai, et puis le reste c'est de la fiction. Et puis avec une mise en abîme, avec le début, avec le propos introductif, avec le professeur enfin à qui on donne une pierre, une espèce de pierre de Rosette, pour essayer de jouer un petit peu de jouer un peu avec le. Est-ce que pour la construction du livre, vous avez fait une espèce de frise chronologique, un plan, enfin un mood board, parce qu'il y a des auteurs en fait, ils fonctionnent en mood board ou ils font des dessins, ils dessinent enfin voilà. Alors, je dessine pas, mais oui, j'ai une trame. Je sais d'où je pars, je sais où je vais. Et j'attaque pas l'écriture de quelque chose si à un moment je sais pas comment je vais sortir de l'histoire. Donc, je ne démarre pas une histoire sans avoir la fin. Après, il peut y avoir des ajustements. Parce qu'à certains moments, les personnages peuvent prendre un peu d'autonomie. Finalement, vous leur avez donné une personnalité, mais cette personnalité se prête pas à ce que vous avez prévu comme issue pour eux. Et il faut accepter de retravailler aussi son histoire, son scénario, pour pouvoir lui donner une perspective qui cadre avec la psychologie du personnage. Voilà, il faut que le personnage change, mais pour qu'il change, il faut amener aussi les choses. Il change pas de manière brutale, il faut qu'il ait des raisons de changer. Donc, j'ai essayé de faire aussi en sorte que le personnage puisse aussi surprendre et puisse aussi changer à certains moments. Ouais, parce que ça peut arriver parfois que finalement le personnage prenne le dessus sur l'auteur. Oui. Je pense qu'il faut accepter que le personnage prenne le dessus sur ce qu'on avait prévu. Bon, on dit que l'auteur a une espèce de Deus ex machina qui a la possibilité d'intervenir à tout moment, mais je crois qu'il faut aussi accepter d'être respectueux du fonctionnement du personnage. Donc, vous pouvez pas lui faire des choses qui ne correspondent pas à ce qu'il est profondément, ou alors il faut le faire évoluer. Mais vous pouvez pas décider de lui faire des choses qui n'auraient pas de sens par rapport à son univers de contraintes, par rapport à ce en quoi il croit. Voilà, il faut qu'il y ait une logique, parce que si votre personnage est irrationnel, il fonctionne pas. Ou alors, on écrit un roman sur l'absurde, ce qui est intéressant aussi. Mais c'est pas la même chose. Oui, effectivement, si vous écrivez le procès de Kafka, vous avez une apparence de logique, puisque tous les personnages poursuivent une espèce de logique, mais qui, mise bout à bout, est totalement insensée. Mais chacun a sa propre logique. Hein, qui est là pour il y a un avocat qui est là pour être le mauvais avocat, enfin voilà, il y a un certain nombre de logiques mais qui sont propres au personnage, donc ça il faut absolument respecter. Alors dans le cadre des polars, c'est facile de faire mourir les personnages ou pas? Oui, alors c'est une décision qu'on prend généralement assez tôt dans le livre, c'est-à-dire qu'au moment où on écrit le scénario, on sait que le personnage va mourir. Donc, ce qui est d'autant plus simple, c'est que comme vous connaissez l'issue, vous arrivez jusqu'au bout vous arrivez vous l'amenez jusqu'au bout et vous pouvez jouer. C'est-à-dire que vous pouvez créer des indices qui va laisser croire que finalement il aura une destinée qui sera différente. Donc oui, non, c'est assez facile de les faire mourir parce qu'on a pris la décision de les faire mourir bien en amont. Alors, ça peut être une surprise pour le lecteur, et tant mieux, ça veut dire qu'on a bien réussi son coup, mais généralement, oui, je sais qu'il va mourir avant de commencer à écrire. Il y avait une autre question. Dans quel genre placez-vous votre roman? J'imagine que vous parlez de Caftor. Caftor. Alors, non, lequel? Le dernier Ah, ou ça Kafka? dépend, ouais, parce que il y a plusieurs types de Ouais, livres. donc j'ai Brigitte, écrit. Donc, je vais répondre pour Castor et puis je vais répondre pour le dernier. Alors, s'agissant de Castor, pour moi, c'est un roman
qui est à la fois un roman historique, c'est un roman, C'est une épopée? c'est un roman d'amour, c'est une saga, enfin, j'aime bien mélanger plusieurs choses. Le dernier, même les salauds peuvent t'aimer, c'est aussi à l'intersection de plusieurs genres. C'est un thriller psychologique, c'est probablement ce qui le définit le mieux. Ça commence comme une romance, mais on casse très très vite les codes de la romance. Je dirais que c'est un thriller psychologique, mais c'est aussi un roman d'amour. C'est aussi un roman d'amour, mais puisque une des caractéristiques du roman d'amour, c'est le fait d'être confronté à des antagonismes, à des difficultés pour avoir à les surmonter. Donc ça peut tout à fait se prêter au thriller psychologique et aussi à la dimension de l'espionnage, qui est un des aspects, un Un des des aspects aspects du du roman. livre. Donc j'aime bien jouer aussi avec plusieurs codes. Parfois, le lecteur, essayer de l'emmener quelque part, il se dit, bon, ben voilà, j'ai affaire à ça, puis hop, on twist, et puis on change, et puis on repart, on déconstruit un petit peu le code. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça amusant d'être à la fois en littérature blanche, en jouant avec les codes du noir, ou d'être dans le noir et de jouer avec les codes du blanc. Ça Alors, peut être assez amusant. du coup, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir évoquer justement la ligne éditoriale des éditions d'Avalon et où il y a justement plusieurs collections. Aujourd'hui, vous avez combien de collections dans la maison d'édition? Alors, il y en a, on est parti autour de trois collections. Les deux principales étant la blanche, donc en littérature contemporaine, la noire en noir, suspense, roman policier, suspense, thriller, et puis la troisième qui à l'origine était plutôt une collection jeunesse, mais qu'on a réorienté assez rapidement parce que on voyait que on voyait que notre lectorat était un lectorat qui était plutôt adulte, et je crois qu'il faut aussi savoir reconnaître ce qu'on est en capacité de faire et de bien faire, et aller à la fois sur adulte et jeunesse, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus pertinent. Donc on l'a réorienté vers une dimension adulte, et en faisant plutôt la collection qui hébergeait la littérature de genre, où on peut avoir à la fois science-fiction, on a une épopée fantasy là-dedans, on a de l'historique avec Caftor, mais cette collection n'est peut-être pas forcément celle qui aujourd'hui se développe le plus. On a créé une quatrième collection qui est une collection dédiée aux nouvelles, dans Ouais. laquelle on a publié là une première nouvelle de Cécile Gaillard, et on va publier des nouvelles comme ça de Cécile et de Julie Gaillard de manière très très régulière. Il va y en avoir une à peu près deux par mois qui vont sortir, donc ça va nous accompagner tout au long du premier semestre, et on aura au milieu, le 15 mars, la sortie d'un roman qui est vraiment très très bon. Enfin, en tout cas, tous ceux qui l'ont lu au comité de lecture sont enthousiastes, et je le suis également, qui s'appelle Une piscine à Jalalabad, qui est une espèce de western afghan complètement inclassable, qui met en scène une famille de narcotrafiquants dans l'Afghanistan qui est en guerre avec les talibans. Il y a une ambiance un peu à la Tarantino. Enfin, c'est très 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 bien fait. Et donc ça sortira le 15 mars. Et donc toutes ces nouvelles accompagnent un petit peu cette sortie qui aura lieu au milieu. Et donc c'est un roman que qu'on est très content de publier. Donc ces nouvelles donc, avec Cécile et Julie Gaillard, il y aura d'autres nouvelles aussi qui vont être publiées. On va voir notamment une nouvelle de Pierre-François Kettler qui a déjà publié chez nous, qui s'appelle Éléphant, qui va sortir le 23 mars. Et puis la toute dernière collection,
sur lesquels on communique un peu moins. C'est une collection de grands classiques où on republie quelques grands classiques en essayant de leur donner, notamment autour des couvertures, un petit peu relooking. Je trouvais que les grands classiques, quand ils sont publiés, c'est toujours des couvertures qui sont à peu près aussi amusantes que de regarder une enclume. Et donc, j'avais envie de leur donner, de montrer, essayer d'amener des gens qui ne les lisent pas naturellement, qui n'ont pas forcément envie de les lire parce que les couvertures sont très, très rébarbatives, à dire, mais non, mais découvrez vraiment, ouvrez le texte, découvrez-le. Et là, le tout dernier qu'on a publié, c'est La peau de chagrin de Ah oui, Balzac, avec une couverture, j'espère qu'il donne un peu plus très beau envie. livre. En disant, voilà, c'est le chef-d'œuvre fantastique de Balzac. C'est un des Ouais. premiers livres fantastiques qui a été écrit. Il a ouvert la voie à d'autres. Il a une place très importante dans l'histoire de la littérature. Et donc, on se dit, bah, peut-être que en ouvrant un tout petit peu, en changeant simplement la couverture, on va peut-être donner envie à des gens qui n'ont jamais ouvert ces livres de se dire, bah, tiens, après tout, ça peut être amusant de découvrir ces œuvres. Vous avez le livre là à côté ou pas? Ah non, non, Non. j'ai pas la version papier, mais vous pouvez le retrouver. Hein, il est actuellement en vente sur les plateformes numériques. Vous allez sur Kobo ou sur toute autre plateforme et vous allez voir. Donc, vous avez une espèce d'arche très sombre. Et au milieu, vous avez la peau de chagrin qui apparaît avec l'inscription qui est sur la peau de chagrin. Alors on a encore une question donc de Brigitte Prados concernant voilà comment fonctionne un auteur qui envoie son manuscrit, comment ça fonctionne, le comité de lecture, le temps de réponse. Voilà. Alors, je dois reconnaître qu'on est lent parce qu'on les lit. C'est une des raisons pour laquelle on a des fenêtres de réception de manuscrits parce que au début on les recevait au fil de l'eau et comme on en recevait 2 par jour, on n'arrivait plus à les gérer. Donc et voilà, on essaye de limiter, enfin on ouvre une fenêtre quand on est en capacité d'absorber la lecture de manuscrits. Donc la réponse, elle arrive au bout de quelques mois. Je suis désolé de ne pas pouvoir être plus précis. C'est long parce qu'on en reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup et que c'est un travail qui est pas simple parce qu'il y a un accompagnement des auteurs. Évidemment, il y a toujours un travail éditorial qui est mené derrière. On fait comme dans les revues scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a une revue par les pairs. C'est-à-dire que chaque auteur il y a un travail éditorial qui est mené avec un autre auteur expérimenté qui relit le manuscrit et qui donne un avis. On a quelques auteurs qui acceptent bien volontiers de, de participer à cet exercice et qui nous apportent leur expertise. On a Béatrice Hammer qui accepte très souvent de faire comme ça ce travail de révision. On en a d'autres. Christiane Legris des Portes. Moi aussi j'en fais. Voilà, on a tout un certain nombre d'auteurs qui le font et qui nous permettent d'avoir cet accompagnement. Donc la sortie d'un livre, c'est un travail qui prend, alors quand c'est un inédit, c'est beaucoup plus long quand il s'agit d'une republication. Quand c'est une republication, il y a déjà eu un travail éditorial qui a été mené. N'empêche qu'on le relit quand même. On essaye de voir s'il n'y a pas des petites choses qui peuvent être un petit peu améliorées. Parfois, la fin change. In fine, la fin a changé par rapport à la version précédente qui avait été publiée. Voilà, ça dépend vraiment de chaque livre. On en discute avec l'auteur et à la fin, l'auteur décide de prendre ou de ne pas prendre des suggestions éditoriales qui sont faites. Alors, parfois, c'est juste quelques corrections, c'est une virgule par-ci, c'est un adjectif par-là, c'est une simplification qui peut arriver, c'est un dialogue qui est un tout petit peu modifié. Parfois, la révision est un tout petit peu profonde parce que l'auteur lui-même trouve que le livre a un peu vieilli et a envie aussi et on peut lui proposer des choses. Voilà, donc il y a vraiment un travail éditorial. Donc ça prend du temps. C'est pour ça que on peut pas en prendre autant que ce qu'on souhaiterait. À certains moments,
Alors, là, si j'ai bien compris, en fait, vous prenez vous acceptez parfois des livres qui ont déjà été édités. Oui, bien sûr, quand il y a des bons livres. Parce que une des spécificités des éditions d'Avalon, c'est de considérer qu'un livre ne doit pas avoir une durée de vie limitée. Un livre, c'est pas un magazine. Un magazine, vous le lisez, une fois que vous avez fini, bon, parfois vous avez des collectionneurs, hein, et j'en fais partie. Hein, j'ai encore des collections de Sciences et Vie à la maison qui sont un petit peu anciens. Bon, par contre, je vous garantis pas que je garde tous les canards enchaînés pendant 20 ans. Ça représente un intérêt limité. Et même au bout d'un moment, les Sciences et Vie, je les donne à une bibliothèque ou à une école ou autre. Donc, du coup, voilà, donc le livre, il faut qu'il puisse durer. Et donc, pour qu'il puisse durer, il faut qu'on raisonne un petit peu à l'inverse des schémas traditionnels. Le libraire, lui, veut avoir des nouveautés tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça laisse pas forcément le temps au livre de s'installer. Or, par expérience, nous, on a des livres qui ne marchent pas au départ, qui sont découverts, le bouche à oreille fonctionne, et puis au bout de quelques mois seulement, ils commencent à pouvoir être exploités normalement. Donc, les deux outils autour desquels nous on travaille, qui sont d'une part le numérique. Le numérique, vous pouvez laisser le livre faire sa vie et puis pas de durée limite pour pouvoir maintenir un livre numérique disponible à la vente. Et puis l'impression à la demande qui permet de maintenir des exemplaires papier tout le temps, puisqu'il suffit, on adapte par rapport aux besoins et par rapport à la commande. Alors, il y a des livres qui marchent bien, on imprime plus. Il y a des livres qui marchent moins bien. On s'adapte, ce qui nous permet aussi de prendre un risque économique. Enfin, d'éviter de prendre un trop gros risque économique et puis à certains moments de partir sur des textes dont on sait qu'ils sont peut-être un peu atypiques, ils sont parfois ils correspondent pas forcément au goût du public d'aujourd'hui, mais on considère aussi que notre mission, enfin notre orientation, c'est aussi parfois de proposer des livres un petit peu originaux et on n'est pas gouverné par la nécessité d'avoir un titre rentable. Donc, on peut accepter de perdre un peu d'argent avec un titre et puis on en gagne un peu plus avec un autre, sachant que de toute façon, on est à but non lucratif. Donc, quand j'y gagnais de l'argent, c'est pas de l'argent pour les actionnaires parce qu'il n'y en a pas, c'est simplement couvrir les frais de structure parce que on s'est développé. On a aujourd'hui des gens qui commencent à être salariés par la maison d'édition et donc, il faut les rémunérer. On a des outils, il faut imprimer les livres. Bon, les services presse sont le plus souvent numériques, mais dans certains nombre de cas, on donne parfois des livres papier quand il y a des raisons qui permettent qui le nécessitent, dans des circonstances un petit peu particulières. Et bien évidemment que si vous avez un journaliste de la presse nationale qui vous demande un livre papier, vous lui donnez à partir du moment où il dit voilà, j'ai envie d'écrire un article, vous n'allez pas lui dire non. Voilà, donc on essaye de faire en sorte, donc on est toujours très attentif parce que mine de rien c'est l'argent des auteurs et que l'argent des auteurs on essaye de proposer et on le fait, de proposer des droits d'auteur qui sont supérieurs un petit peu à ce que proposent les autres maisons d'édition, sachant que de toute façon derrière nous on dégage aucun bénéfice. Et moi, mes fonctions de directeur éditorial sont totalement bénévoles. Donc, je ne gagne rien dans ce que je fais, mais en revanche, on a des gens qui travaillent pour nous et donc il faut pouvoir les rémunérer parce qu'ils en ont besoin pour vivre. Alors, l'envoi des manuscrits, par exemple, pour les auteurs qui souhaitent vous envoyer un manuscrit, c'est plutôt numérique ou papier? Numérique. Numérique. On travaille en numérique. Ouais. On travaille de plus en plus en numérique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'un auteur qui envoie un manuscrit, il le fait pas dans une seule maison d'édition. Il le fait dans plusieurs maisons d'édition. Il en envoie 10, 20, 30 maisons d'édition. C'est des choses qui sont tout à fait logiques. Et si vous demandez du papier, ça a un coût pour l'auteur qui est quand même pas négligeable. Oui. Donc, premièrement, c'est pour les auteurs. Ensuite, le deuxième élément, c'est que aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, moi, par exemple, j'ai une tablette, vous m'envoyez un PDF, je peux prendre des notes directement sur le PDF, j'ai un stylet, je peux annoter un PDF directement. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et en termes de, quand je pars en vacances avec une dizaine ou une quinzaine de manuscrits à lire,
Voilà, je veux pas me balader avec ma boîte, et donc c'est plus simple pour moi de partir avec la tablette et de le lire directement sur la liseuse et de travailler à partir de la liseuse. Donc ça, c'est chouette. Et d'ailleurs, on avait parlé, on avait évoqué votre engagement au niveau écologique sur des tirages euh, d'accès beaucoup sur le numérique par rapport et d'imprimer à la demande en fait. Hein, Oui, par rapport et ça, voilà, ça, c'est un choix qui est totalement assumé. Alors, il faut savoir qu'on est un peu, non pas, beaucoup d'éditeurs font l'impression là-dedans, y compris les grandes maisons de plus en d'édition. plus. Hein. Mais oui, mais ils le font parce que ça leur permet de maintenir les livres au catalogue et de conserver les droits. Faut savoir que si à partir du moment où vous ne pouvez plus proposer un livre à la vente, vous êtes obligé de restituer les droits à l'auteur. Et c'est ce qui fait généralement que les livres disparaissent parce qu'une maison d'édition traditionnelle publie l'inédit et n'a pas forcément envie de faire de la republication de texte. Donc nous, déjà, on a une petite spécificité par rapport à ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que donc ils le font et nous, on l'assume. C'est-à-dire que vous avez, si vous dites aujourd'hui Gallimard dit je fais de l'impression à la demande, ils vont jamais vous reconnaître qu'ils font de l'impression à la demande. Je ne dis pas qu'ils en font. Je pense que comme ils ne rendent pas les droits et qu'ils ont toujours quelques exemplaires en stock, je subodore qu'ils doivent le faire quand même un petit peu. D'autres grandes maisons d'édition le disent, mais ils le disent aussi un peu à la marge. Nous, on a décidé de l'assumer. Non seulement on l'assume, mais en plus on le revendique. Et on pense que ça devrait être le modèle dominant. Alors, à part si vous sortez un concours, mais lorsque vous sortez un livre, il faut savoir une chose, c'est qu'un livre qui marche bien, le tirage moyen d'un livre, on va vous dire, c'est 3000, 3500, mais c'est généralement très très gonflé. Mais c'est pas parce que vous avez un tirage que pour autant vous vendez le nombre d'exemplaires. Aujourd'hui, les ventes d'un livre qui marchent correctement, c'est 500 exemplaires, entre 500 et 700 exemplaires. Quand vous atteignez 1000 exemplaires, c'est un succès. Donc, à partir de là, tirer 3000 exemplaires pour en faire 500 en service presse, en vendre 1000, même si c'est un succès, et le reste le pilonner, ça présente un intérêt qui est quand même relativement limité. C'est la raison pour laquelle on a décidé de partir sur l'impression à la demande. Ça nous permet d'éviter de prendre des risques économiques et puis de publier plus d'auteurs. Donc on a accéléré d'ailleurs le rythme des publications puisque la maison d'édition fonctionne bien et ça nous permet effectivement de réduire aussi l'empreinte carbone, d'éviter de détruire des livres, d'éviter de stocker des livres. Voilà. Donc on imprime que ce dont on a besoin et ça devrait être, à mon sens, non pas le modèle alternatif, mais ça devrait être le modèle dominant. Et le stock de livres devrait être l'exception dans des cas très, très spécifiques où on sait que on 30 000, 40 000 exemplaires. Vous travaillez avec quel diffuseur hein, avec Avalon? Alors, il y a diffuseur et distributeur. Les distributeurs, hein. Alors, en papier, on travaille avec, on en a deux. On a notre historique qui est aujourd'hui une solution d'intégration à la fois d'impression et de distribution. Et la distribution se fait avec la Sodis, qui est à partir du Oui. groupe Madrigal, qui est qui est le groupe dans lequel vous avez notamment Gallimard et vous avez le titre, donc l'ensemble des titres, sachant que c'est un groupe qui est très diversifié, qui fait une partie de son chiffre d'affaires avec l'édition classique, mais aussi avec la distribution et la diffusion. Récemment, on est en train de travailler, mais c'est encore expérimental, avec un autre distributeur diffuseur, qui est celui avec lequel nous on travaille avec le numérique, avec lequel on travaille très très bien en numérique. On est ravis de travailler avec eux en numérique parce qu'ils sont très bons, qui s'appelle Immatériel, et qui aujourd'hui développe une solution d'impression à la demande, qui est une alternative aussi à la Sodis. Et donc, on est en train de regarder comment les choses fonctionnent pour pouvoir faire passer, pour éventuellement travailler soit avec l'un, soit avec l'autre, soit avec les deux. On verra dans les prochains mois comment on va faire. Sachant que derrière, ce qui est important, c'est la prise de commande en librairie. C'est-à-dire le fait
que vous soyez dans le fichier unique du livre et la prise de commande. Autour, il existe deux interfaces de commande principales qui sont Dilicom et Electre. Et Dilicom, c'est à peu près 90%, 90%. Donc, dès lors que vous êtes sur l'un ou sur l'autre, si vous êtes, dès lors que vous êtes sur Dilicom, c'est complètement transparent en termes de distribution. Voilà. Mais par contre, en termes de diffusion, notre diffuseur, c'est immatériel sur la partie numérique, sachant que sur le papier, on est un peu plus réservé sur le fait de prendre en diffuseur un groupe qui est une filiale d'un des grands groupes d'édition, parce qu'il est bien évident que un grand groupe d'édition va mettre en priorité les propres livres de la maison mère plutôt que ceux du concurrent. Donc, on est plus réservé sur le fait de passer sur un diffuseur qui sera un diffuseur, un gros diffuseur, parce que celui-là, vous ne mettez pas forcément en avant. Il vaut mieux travailler avec un indépendant qui sera plus soucieux de défendre vos titres. Bah dis donc, oui. Question, quelle est l'actualité là aujourd'hui? On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais de la maison d'édition. Et quelle est votre activité à vous en tant qu'auteur? Est-ce que demain vous serez présent au Salon du Livre de Saint-Gély, par exemple? Alors, on est donc sur l'actualité. Alors, il y a plusieurs questions. Sur l'actualité de la maison d'édition, on va sortir là dans quelques jours, enfin dans 3 semaines, on va sortir un inédit de Béatrice Hammer qui s'appelle La petite chèvre qui rêvait de prix littéraire, qui raconte un petit peu l'envers du monde de l'édition. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se lance dans l'écriture et qui va devoir faire face grand fauve du monde de l'édition et qui va essayer d'exister là-dedans. Alors c'est particulier parce que Béatrice, on a republié une partie de ses œuvres. Là, c'est un inédit, donc c'est un qui n'a jamais été publié nulle part, donc sur lequel on a un enjeu et une pression un petit peu forte parce que on espère qu'il non seulement il fera aussi bien que les précédents, on a eu qui vous savez qui est arrivé à un niveau de vente qui est on est vraiment très très heureux parce qu'en l'espace de 6 mois on en a vendu je crois 4500 exemplaires, ce Ah, c'est super. qui est vraiment quelque chose qu'on n'attendait pas, donc c'est vraiment une très très belle surprise. J'enchaîne quand même mes lectures, moi, sur les éditions Voilà, avec des livres dans un tableau de marché très bien. Celui-ci a marché aussi très très bien. Elle voulait vivre dans un pays, dans un tableau de Chagall, qui a été vraiment aussi une très très belle surprise aussi. Et donc juste pour revenir sur Béatrice, puisque ce sera sur le 1er mars, donc ça va être un inédit. Donc on espère que ça marchera au moins aussi bien que vous savez. On espère que ça marchera même mieux, puisque ça va vraiment être une découverte pour tous ceux qui ont eu l'occasion de la lire dans Ce que je sais d'elle, qui a aussi très très bien marché, ou dans Cannibal Blues. Là, on retrouve, c'est une fibre qui est plutôt humoristique, qui est parfois un peu grinçante aussi. C'est un livre on est très content de le publier parce que il est aussi un peu caustique sur le monde de l'édition c'est chouette. et pour faire un peu d'autodérision, pouvoir aussi avoir toute cette dimension-là. Je ne sais pas si d'autres éditeurs auraient accepté aurait accepté de prendre le risque de proposer un livre qui est un livre qui balance un peu, quoi. Ben, c'est chouette. Il faut parce que c'est quand même moi l'intérêt de ces lives aussi, c'est de pouvoir entre auteurs et les maisons d'édition aussi, de dire voilà quel est le conseil que vous donnez vous en tant qu'auteur aux jeunes auteurs et en tant qu'éditeur aux auteurs, quoi, tout simplement. Parce que il y a ça aussi, c'est enfin, là elle balance sur les écueils par lesquels les auteurs peuvent passer, hein. Oui, oui, elle décrit assez bien effectivement les écueils. Bon, moi après, j'ai pas de recette miracle. Je peux vous dire comment moi j'ai réussi à être publié pour la première fois dans une maison d'édition dans une maison d'édition en envoyant par la poste. Donc je connaissais pas l'éditeur. En règle générale, les choix éditoriaux dans les grandes maisons d'édition ou même dans les maisons d'édition de taille plus intermédiaire se font par des relations. C'est-à-dire que vous êtes introduit par, etc.
Bon, nous, c'est quelque chose qu'on essaye, c'est donc évidemment on est toujours attentif si on a un auteur qui a déjà publié chez nous, on le connaît, et donc quand il arrive avec un texte, on le lit toujours avec beaucoup d'intérêt, et on publie aussi des gens qui arrivent par la poste. Et ça, c'est aussi important de pouvoir permettre à tout le monde d'accéder à l'édition. Donc moi, la première fois que j'ai été publié pour un roman dans une maison d'édition en envoyant simplement le texte par la poste, donc c'était en 2013. Donc c'était chez Raverenso. J'avais vraiment pris en compte la spécificité de la maison d'édition. C'était une maison d'édition qui publiait du polar, donc il fallait rentrer dans le code. Donc De je la leur ligne ai écrit un éditoriale. polar. Voilà, donc j'ai écrit un polar. Eux, ils faisaient du polar dont l'idée était, il fallait vraiment que ce soit régionalisé. Donc j'ai écrit un polar qui était régionalisé. Il fallait que ce soit identifié à une zone géographique spécifique. Donc je l'ai mise à Boulogne-sur-Mer. J'avais coché les cases. Coché les cases de l'éditeur. Il fallait pas que ce soit trop long, parce Ouais. que sinon les gens lisaient pas. Donc j'ai écrit un polar qui se tenait en 200 pages. Il fallait que ce soit dense, il fallait du rebondissement, il fallait bon, voilà. Donc voilà comment j'ai fait. Donc j'ai regardé à peu près, et je regarde ce que les gens publient. Et puis j'essaye à peu près de me mettre là-dedans. Moi, je pense que c'est plus simple pour un premier roman. Si j'avais des conseils à donner, c'est d'écrire quelque chose qui n'est pas forcément très long. N'essayez pas d'y mettre votre vie entière, tout ce que vous avez envie de raconter, parce que sinon votre histoire ne tiendra pas. Mais tenez-vous à votre histoire. Qu'est-ce que je raconte restez, tenez votre histoire. Je crois que c'est indispensable. Même si vous avez envie d'aller raconter un truc qui vous tient à cœur, si c'est hors sujet, éliminez le hors sujet, éliminez les branches mortes et restez vraiment sur le tronc et gardez, voilà, tenez votre histoire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors, je vous dis ça. Moi, je pense que au début, bon, j'ai essayé de le faire, mais c'est plus simple avec le temps. Avec le temps, on apprend aussi à renoncer, c'est-à-dire à se dire bon, bah ça, j'ai envie de le raconter, mais comme c'est pas utile à la narration, on l'enlève. Et je crois, et nous, une partie du travail éditorial, ça peut parfois désarçonner, mais ça fonctionne partout, hein, dans toutes les maisons d'édition, c'est d'enlever ce qui n'est pas utile. C'est-à-dire que si vous avez envie de raconter un truc qui vous est arrivé et que ça fait pas avancer l'histoire, si vous avez une digression philosophique sur un sujet qui vous tient à cœur, je pense qu'il faut aussi avoir le courage de l'enlever, de le couper. De toute façon, si vous le faites pas, l'éditeur vous proposera de le couper. Donc il faut savoir, c'est pas ce qu'on rajoute, c'est généralement ce qu'on enlève. Et il faut avoir le courage. Si quelque chose, si vous avez un personnage qui sert à rien, qui ne peut pas avancer l'intrigue, faut l'enlever. Moi, je crois qu'un de mes principaux défauts au début, c'est que je mettais peut-être un peu trop de personnages. D'ailleurs, vous le disiez et j'ai entendu. Et donc, j'ai essayé de limiter mon nombre de personnages par rapport au principal. On va me dire qu'est-ce que ça devait être avant si vous avez lu Caftor, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages en Caftor. Mais je crois que tous les personnages en Caftor ont une utilité pour faire progresser le récit. Si un personnage ne fait pas progresser le récit, il faut l'enlever. Vous le fusionnez avec un autre. Mais voilà. Sinon votre personnage, il n'existe pas. Parce qu'il n'a pas son propre moteur. Donc, sinon, c'est du décor. Mais dans ce cas-là, vous ne le nommez pas, vous lui donnez pas un nom, vous lui donnez pas, c'est un personnage, c'est un figurant. Mais vous pouvez avoir des figurants. Mais par contre, vous ne devez fonctionner qu'avec les personnages qui sont vraiment utiles, qui vous permettent d'éclairer les choses de façon différente. Bon, on arrive à la fin de ce live parce que je crois que c'est 1 heure à peu près pour pouvoir. L'image du tronc avec les branches mortes est pertinente. Oui, c'est très pertinent effectivement. Donc là aujourd'hui, quand vous faites des appels à texte, c'est noté donc sur votre site internet. Oui, c'est Voilà. ça. Donc, pour répondre juste à la question de Brigitte, qui a posé une question pour savoir quand est-ce qu'elle aurait une réponse. La réponse ne va pas arriver tout de suite. On est au mois de janvier. On a reçu beaucoup de textes. Beaucoup plus que ce qu'on pensait recevoir là au mois de décembre. Donc ça va prendre quelques mois et je pense que les réponses vont commencer à arriver au second semestre.
de l'année 2022 pour qu'on puisse faire le travail correctement, de les lire, de les analyser et de faire un choix par rapport au nombre de créneaux dont on dispose. Et c'est pas parce qu'on dit non que pour autant le texte n'est pas bon. Ça veut dire simplement que soit ça peut pas, soit ça correspond pas à la ligne éditoriale, ce qui peut être aussi quelque chose, soit parce qu'on a dû faire un choix parce qu'on avait des créneaux qui étaient limités. Alors je vous rassure, les classiques ne préemptent pas les créneaux parce qu'ils ne sortent pas, ils n'ont pas de sortie, on leur donne pas une visibilité particulière, etc. On peut pas sortir un texte, par contre, et puis il n'y a pas de travail éditorial. Hein, vous n'allez pas dire à Balzac, là, la virgule, je l'aime pas. Hein. Vous prenez le texte comme il est. Donc c'est un travail de composition, de confection, de couverture. C'est pas un temps démentiel qui est accordé là-dessus, mais vraiment comme on essaye d'accompagner les auteurs là-dedans. Alors probablement qu'on pourrait toujours faire mieux parce que les auteurs aiment bien qu'on soit aussi avec eux et c'est normal. Et voilà, donc on ne peut pas non plus en sortir plus que là on sort quand même entre 2 à 3 textes par mois, ce qui est quand même quelque chose qui a un rythme qui est très très important. Alors on couple, on fait de la republication en même temps qu'on fait des inédits, parce que le travail sur l'inédit c'est plusieurs mois. Donc quand on vous sortez un inédit, c'est un travail qui est extrêmement important. Quand vous faites une republication, c'est un travail qui est plus court, et donc c'est ce qui nous permet aussi d'en ressortir. Donc si c'est pour un inédit, bah forcément, ils rentrent en concurrence avec les inédits et donc on fait des choix en fonction des créneaux dont on dispose et qui sont limités dans l'année. Donc, pour l'instant, je ne peux pas encore apporter de réponse et je ne suis pas le maître des horloges non plus du comité de lecture, puisque je ne suis pas dans le comité de lecture. Le comité de lecture est indépendant de la direction éditoriale. La direction éditoriale, c'est celle qui est éditorialiste, qui fait le travail sur le texte. Le choix des textes à publier, c'est le travail du comité de lecture. C'est lui qui fait ses choix, qui les transmet ensuite au comité éditorial. Donc, je n'ai pas de possibilité enfin, voilà, c'est pas moi qui les décide. Alors, à la fin, in fine, je peux intervenir, mais c'est-à-dire que lorsqu'ils font le choix de retenir ou de ne pas retenir, en tout cas quand ils écartent, bah, ils me demandent pas mon avis quand ils écartent, et puis c'est à la fin s'il y a une hésitation entre 3, 4 textes pour choisir, en fonction du nombre de créneaux. S'il y a, imaginons qu'il y ait 4 créneaux et qu'il y ait 6 textes, bah, il faut choisir, et dans ce cas-là, je peux éventuellement arriver pour faire le choix final. Et je crois que c'est très important aussi de dire aux uns et aux autres qu'un texte peut être un bon texte, pour autant il peut être refusé. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est des choses qui malheureusement peuvent arriver. Est-ce que la personne, du coup, peut représenter son texte plus tard? Elle peut représenter son texte plus tard, mais c'est toujours compliqué si c'est une question éditoriale, parce que ça rentre pas dans les cases éditoriales. Il est possible Évidemment. que on répondra à la ligne éditoriale plus tard. Ça dépend des raisons pour lesquelles le texte est écarté. On peut avoir des textes qui ont même il nous arrive de refuser des republications parce que voilà, on estime qu'ils sont pas tout à fait dans voilà, dans ce qu'on est en capacité de défendre. Il y a ça aussi, je vous parlais de la jeunesse, et on avait plein de textes jeunesse qui nous arrivaient, qui étaient vachement bien, mais qu'on ne pouvait pas publier parce qu'on savait qu'on ne les défendait pas toujours aussi bien que nous pouvions le faire, parce qu'ils ont des réseaux de distribution classiques, voilà, qu'on ne pouvait pas prendre. De la même façon, on peut nous proposer de la poésie, on les prend pas non plus parce qu'on sait que c'est des réseaux de distribution qui sont spécifiques. Là, la nouvelle, on le fait depuis peu, mais il y a eu une époque où on refusait les nouvelles parce qu'on n'était pas en capacité, parce qu'on estimait qu'on n'était pas en capacité de défendre, parce que c'était trop tôt. Bon, là, maintenant, on pense qu'on est en capacité de défendre de la nouvelle. Mais peut-être que si on s'aperçoit qu'on n'arrive pas bien, on arrêtera et on aura l'honnêteté de dire qu'on n'est pas en capacité. Si on sent qu'on n'est pas en capacité de le faire ou qu'on ne le fait pas aussi bien que ce qu'on aurait souhaité, on n'a pas envie non plus de balader des auteurs en leur disant oui, je les prends et puis vous les publiez, puis après vous les laissez moribonds au fond du catalogue. Donc Ouais. c'est ça aussi, c'est être en capacité de défendre et pour éviter de créer des frustrations. Et in fine, ben, vous avez toujours des moments où vous avez des réussites.
Et puis, il y a des livres pour lesquels vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas. Et on préfère refuser un livre dont on pense qu'il ne marchera pas parce qu'on pense qu'on n'est pas forcément le bon interlocuteur pour pouvoir le faire. Et c'est pas forcément facile, les auteurs n'entendent pas forcément, mais si on publie et que derrière, effectivement, on se plante, ça va générer aussi de la frustration. Alors c'est toujours un exercice de prospective qui est pas simple, je sais. Bah, en tout cas, merci beaucoup Nicolas pour ce live aujourd'hui, d'avoir accepté, pour éclairer aussi les interrogations des auteurs sur le fonctionnement d'une maison d'édition, puisque c'est pas toujours facile de se mettre à nu à envoyer son manuscrit, et en même temps c'est pas aussi facile pour l'éditeur qui doit faire un choix et qui est confronté des fois à plusieurs bons textes et il faut faire des choix, et les choix c'est pas toujours facile à faire. Voilà, c'est un peu comme dans le recrutement, j'imagine, quand il faut choisir de garder ou de se séparer d'un collaborateur. Donc, puisque c'est un vrai travail de collaboration entre l'auteur et l'éditeur. Et je voulais savoir demain, est-ce que vous serez présent au Salon du Livre de Saint-Gély-du-Fesque? Alors non, je serai pas présent au Salon du Livre de Saint-Gély-du-Fesque. En revanche, je serai présent à Parole d'auteur qui aura lieu la semaine prochaine. Donc D'accord. à Saint-Clément-de-Rivière, voilà. Qui est à Saint-Clément-de-Rivière aussi, oui, tout à fait. Réédite la Parole d'auteur, qui a eu la gentillesse de nous inviter donc, pour la deuxième année. Donc on sera présent là-bas. Claire Busiol sera également présente, qui Oui. est une montpelliéraine et qui a une actualité puisque le 1er février, elle a sorti un très très beau livre qui s'appelle Du bleu au ciel, qui est un polar, qui est très différent de Fanny et la mer qui avait été publié il y a quelques mois chez nous, et donc on est très heureux de republier, enfin de publier ce texte qui est une très très belle scène d'ouverture, très très forte. Donc si vous avez l'occasion de la découvrir, elle est à la fois en papier et en numérique. Ça, vous pouvez la trouver un peu partout. Ok, ben merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi, je vous invite à aller voir le site internet des éditions d'Avalon pour trouver le livre, enfin les livres, les ouvrages de Nicolas Raphaël Fouque. Et vous l'avez aussi en numérique. Donc pour ceux qui ont des tablettes, c'est hyper pratique. Voilà, dans le sac à main, c'est top. Voilà. Moi, j'ai lu 2 bouquins comme ça. Les 2 bouquins, c'était en tablette, hein, donc La liseuse, voilà, la liseuse, c'est très simple. Voilà. Hop, ouais. c'est tout léger. On lit et c'est quasiment du papier. Et là, vous avez eu un petit scoop parce que c'est un prochain livre qu'on va publier dans quelques mois. Et donc, si vous la regardez en différé, vous pouvez peut-être repasser l'image. Vous verrez le titre et vous verrez que c'est un auteur qui est actuellement publié dans la série noire chez Gallimard. Et donc, ça va être un bel enjeu aussi pour nous de republier cet auteur. Voilà, je donne un autre indice. Il a écrit Un des poulpes. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, un très bon auteur de roman noir. Eh ben, Nicolas, je vous dis à bientôt. Au plaisir de vous croiser sur un salon du livre, peut-être la semaine prochaine. Merci aux auditeurs, enfin aux personnes qui étaient présentes. Hein. Merci Brigitte pour les questions. Et je vous dis à très bientôt le mois prochain pour accueillir alors là j'accueillerai non, ça serait pas le mois prochain parce que le mois prochain j'accueille Mona Azam pour Ainsi parlait Ulysse, ou Ulysse a dit, pardon, et je vais accueillir également Fatine qui a été championne du Maroc de slam et qui a écrit un très très bel ouvrage sur on peut d'ailleurs aussi voir elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Introspectus, donc des textes assez percutants. Donc je l'accueillerai à la fin du mois de février. Donc je vous dis à très très bientôt. Merci encore, et au plaisir. Merci pour votre invitation. À bientôt. À bientôt. Au revoir.